Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice assidue d'à peu près tous les podcasts qui me passent sous la main. Vous le savez, dans Sans Algo, j'essaye de vous faire découvrir des podcasts que j'aime, qui m'ont passionnée, interrogée ou émue, et souvent aussi mes classiques perso. Cette semaine, à l'inverse, j'ai eu envie de mettre en avant un tout nouveau podcast qui vient à peine de commencer et dont je ne sais pas encore grand-chose. Ce podcast, il s'appelle La Buissonnière. Je l'ai découvert parce qu'il est fait par Héloïse Pierre, dont j'écoute souvent le podcast Mamie dans les orties. Dans ce nouveau podcast, Héloïse Pierre n'interroge plus des grands-mères, mais des enfants. Ils ont entre 3 et 6 ans et sont élèves de la même classe dans une école de Vence, dans la banlieue de Nice. Et c'est pas n'importe quelle école, c'est celle dans laquelle a été fondée la méthode Freinet, une méthode éducative dont je n'avais jamais entendu parler avant ce podcast et qu'Héloïse Pierre résume comme ça. Dans cette première saison, nous allons pénétrer au cœur de l'école publique Freinet de Vence, école originelle fondée par Élise et Célestin Freinet en 1934. Nous allons y suivre la classe des petits qui regroupe les 3 niveaux de maternelle et son enseignante Marie. Dans cette école publique, dès 3 ans, on produit des textes libres, on fait des conférences, on prend la parole en réunion de coopérative, on cultive la terre, on bricole, on peint et on découvre le monde. Les enfants y apprennent également à vivre ensemble, à devenir citoyens, à coopérer et à prendre soin des autres et de la nature. Chaque semaine, un nouvel épisode vous emmènera avec moi en immersion à la découverte de cette école et des enfants. Dans cet établissement, les enfants sont beaucoup plus autonomes que dans une école classique. La série commence au moment de la rentrée de septembre et donc à l'arrivée de nouveaux élèves. Et dans cette école, ce ne sont pas les maîtresses qui expliquent aux tout petits le fonctionnement de l'établissement, mais les élèves eux-mêmes, en tout cas les plus grands. Ça se passe en extérieur, dans un amphithéâtre, et ça s'appelle une réunion de coopérative. Le président de la classe des grands y prend et y distribue la parole, y compris aux adultes. J'ouvre la grande réunion. Donc aujourd'hui, c'est la première grande réunion de l'année. Du coup, on va parler des limites de l'école, de l'attitude à avoir à l'école et des projets. Donc nous ne commençons pas par les kikouchki parce que jusqu'à la prochaine grande réunion, c'est les grands qui couchent leurs petits. Donc, quelles sont les limites de l'école ? Alice ? Le gros trou, il y a les voisins derrière. Naï ? Derrière la piscine et tout. Charlie ? Faut pas dépasser le potager. Ne pas monter à plus haut que 2 mètres dans les arbres. On peut aller que jusqu'à la première branche. Voilà. Ouais. C'est la première branche des arbres. Marie ? À ce sujet, il y a Ulysse qui veut apporter une information. Ulysse, tu es là ? Aujourd'hui, j'ai cassé une branche d'un arbre sans faire exprès. Et c'était une petite branche. Et du coup, il faut faire attention. Il faut grimper que par les grandes branches. Comment est-ce que tu l'as cassé ? En sautant. Donc, qu'est-ce que tu en conclus, Ulysse ? Que sur la petite branche, il faut pas sauter. Même, ça peut Ouais, c'est dangereux de sauter dans les arbres. Hein. Le principe de la pédagogie Freinet, d'après ce que j'ai compris, c'est que les enfants apprennent par l'expérience, mais aussi par l'entraide. À la rentrée, chaque grand de la classe de Marie, qui est maîtresse de la classe des maternelles, parraine un petit, donc un élève de petite section. Les grands montrent aux petits comment mettre leurs chaussons, comment ranger les livres, ou bien même comment jouer à un jeu. Est-ce que tu m'expliqueras ce que tu fais ? en fait, c'est ma petite et du coup, je dois l'aider, mais je sais plus trop les règles du jeu parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Enfin, travailler. Voilà, si. J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Marnie, en fait, il faut trouver la chose qui a un rapport ici avec ça. Tu vois, par exemple, la balle là, elle va avec la raquette. Et là, c'est le numéro 5. Le 5, il va ici. Tiens, ce numéro, tu le mets ici. Là, tu lui dis la réponse, là ? Ah oui.
Là, tu es en train de me dire la réponse. Donc, est-ce qu'elle fait chercher son... Non, cherche encore. La brosse à dents, est-ce que c'est toi qui dois être assise à cette place? Toi, tu dois être assis, tu dois être à côté d'elle. Tu l'aides, mais tu dois pas lui donner les réponses. Sinon, elle travaille pas. Tu comprends? Si j'ai voulu vous faire découvrir ce podcast, c'est pas parce que je me suis subitement prise de passion pour l'éducation des tout-petits, mais parce que j'aime beaucoup sa forme. Il y a beaucoup de reportages, un tout petit peu d'habillage musical et de voix off. On est pas mal plongé dans le quotidien des enfants et on observe sérieusement ce qu'ils font. En fait, c'est un podcast sans experts ou parents qui viennent tout décortiquer, tout expliquer. On se met vraiment à la hauteur des enfants et ça, c'est assez rare dans le podcast, en tout cas je trouve. La particularité de La Buissonnière, c'est aussi son mode de diffusion. Un épisode par semaine pendant toute l'année scolaire 2022-2023. On va être en immersion dans la même classe pendant 1 an. C'est un peu comme participer à une expérience en direct et je dois dire que j'ai assez hâte d'assister au progrès des élèves. Enregistrer toute une année scolaire dans une école, ça me semble être un projet un peu fou. C'est pour ça que j'ai demandé à Héloïse Pierre de m'en dire un peu plus sur La Buissonnière, le podcast qui s'est lancé il y a à peine 1 mois. Elle m'a répondu depuis chez elle, à Marseille. Bonjour Héloïse Pierre. Salut Mathilde. La Buissonnière, c'est un documentaire sur une école qui utilise la méthode Freinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? La Buissonnière, c'est donc un documentaire audio en immersion sonore. Donc, ça a été enregistré l'année dernière. Là, on diffuse un épisode par semaine à peu près au même moment que les enregistrements de l'année dernière, avec donc 1 an de différé. C'est vraiment une immersion sonore pendant 1 an où on entend beaucoup les enfants. Donc, c'est une classe de maternelle. C'est eux qui nous parlent et qui nous expliquent ce qui se passe dans la classe. Enfin, pourquoi j'ai choisi cette école spécifiquement, c'est parce que c'est l'école qui a été fondée par Monsieur Freinet, donc en 1934. La pédagogie Freinet est toujours utilisée dans cette école et c'est une école publique. Donc il y a une vraie mixité sociale et en même temps une pédagogie assez particulière et très 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 intéressante. Comment vous avez entendu parler de cette école, de cet établissement en particulier ? Alors, il se trouve que Marie est une très, très bonne amie à moi. On est très proches et donc je l'ai vue en fait évoluer. Je l'ai vue passer son certificat pour devenir enseignante et je l'ai vue en fait s'épanouir, se fasciner et me fasciner. Et au fil des années, en fait, c'est à force de la suivre, de l'entendre parler de cette école, je lui ai dit, mais il faut que je vienne enregistrer ce qui s'y passe parce que de ce que tu me dis, ça a l'air incroyable. Et donc c'est parce que vous connaissez donc l'enseignante de la classe des petits que vous avez choisi de centrer le documentaire sur les élèves de maternelle ? Qui est incroyable dans la classe de Marie, c'est qu'entre un enfant de 3 ans et un enfant de 6 ans, il y a beaucoup qui se passe, notamment en termes de maturité. Et en fait, entre la petite section et la grande section, les enfants vont vraiment énormément changer. Donc, il y a aussi ça, ils apprennent à parler, donc à bien formuler leurs phrases. Donc, je trouvais qu'en audio, c'était aussi génial de les écouter. Pour leur âge aussi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on se rende compte à quel point, pour leur âge, ils ont des réflexions très avancées, très poussées, que dès cet âge-là, on peut avoir des débats philo, on peut avoir des vraies réflexions sur la société dans laquelle on vit. C'est juste qu'ils sont amenés à avoir ces réflexions-là à l'école et ça, je trouve ça trop intéressant. Et les enfants, ça a été facile pour eux? Ils vous ont accepté tout de suite ou est-ce qu'il y a eu un peu de peur ou de curiosité au début? Au début, ils avaient du mal à parler. Donc, les réponses étaient toujours oui, non, je ne sais pas. C'était un peu peur, je pense, du micro. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont habitués à ma présence, à la présence de Marie, qui enregistrait, elle, tous les jours, quasiment. Donc, elle avait tout le temps son dictaphone pour enregistrer ce qui se passait. Donc, ils se sont habitués et ils se sont aussi habitués à reformuler quand je venais. Je leur disais, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais? Donc, au début, ils comprenaient pas trop pourquoi ils m'expliquaient. Enfin, ça se voyait visuellement, donc pourquoi m'expliquer? Et donc après, ils ont pris l'habitude de m'expliquer, de verbaliser, de prendre le temps de me raconter. Et à la fin, c'était relativement facile. Vous dites que Marie avait son dictaphone. Comment ça s'est passé le dispositif du tournage? Vous y allez à certains moments particuliers et elle enregistrait le quotidien. Vous y allez à intervalles réguliers. Voilà, comment ça s'est goupillé pour tous ces enregistrements? C'est un peu ça, ouais. Marie a enregistré, elle avait
donc toujours son dictaphone. Elle enregistrait des moments aussi où elle savait qu'il allait se passer quelque chose ou des petites pépites, comme elle dit, des enfants qui sont en train de comprendre quelque chose, de dire quelque chose, de faire quelque chose qui est chouette ou qui sort un peu de l'ordinaire. Et moi, je venais à intervalles réguliers et on avait en fait prédéterminé les 28 épisodes en grandes lignes parce que chaque épisode aborde un grand aspect de la pédagogie ou quelque chose de spécifique de l'école ou de la classe. Et donc, je savais les parties qui allaient me manquer. Donc, je demandais aux enfants de m'expliquer. Voilà, je documentais chaque chose qui se passait. Et là, plus en trame de fond. Et aussi pour avoir de l'évolution. Donc, j'ai fait ça sur plusieurs moments de l'année pour qu'on voit aussi la différence entre le début, le milieu de l'année et la fin de l'année, notamment en termes de langage. Il y a des enfants qu'on voit vraiment exploser en termes de langage, qui parlent beaucoup mieux, forcément, en juin qu'en septembre. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Et après, la grosse partie du travail, c'était le dérush, bien entendu. Combien d'heures de rush vous avez eu? On est à plus de 400 heures de dérush, ouais. Ensuite, pour le montage, vous faites tout toute seule ou vous avez une équipe qui vous aide? Je découpe, j'organise, je scénarise donc tous mes épisodes, je prémonte. Je fais ça de manière assez grossière en mettant les choses dans le bon endroit. Avec Marie, on détermine ensemble les voix off, les textes, donc basés sur cet épisode un peu brouillon et moche. Et ensuite, je travaille avec une monteuse et habilleuse sonore qui va venir rajouter des virgules sonores, égaliser. Marie enregistre comme ça. Et parfois, c'est l'enfant qui est un peu plus loin, qui parle et qui est coupé par un autre enfant. Donc voilà, il y a un gros travail de cleaning du son derrière. Et donc ça, c'est pas fait par moi, c'est fait par une pro. Vous avez fait le choix de faire donc 28 épisodes diffusés tout au long d'une année scolaire. C'est un énorme projet fleuve. Pourquoi le choix de cette forme-là plutôt que, 5 ou 10 épisodes thématiques pour expliquer un petit peu la pédagogie freinée? Je crois que j'avais très envie que les gens suivent l'école en même temps que nous et s'attachent aux enfants de manière sur la durée. J'adore, moi, vivre avec les séries, que ce soit audio ou cinéma. J'adore quand je peux pas les binger tout de suite parce que j'aime vivre avec les personnages et avoir cette attente et m'y habituer. Je trouve que quand on binge, ça s'ancre moins. Vous avez tout tourné l'année dernière, là vous montez, vous diffusez. C'était nécessaire d'avoir une année de décalage et de pas faire les choses en temps réel? Ouais, franchement, c'est tellement de travail. On se rend pas forcément très compte, mais c'est un travail, vraiment un travail titanesque. Et on y a travaillé l'année dernière, énormément. Hein, donc non, on n'aurait pas été en capacité. Et surtout, en fait, alors on s'arrange un peu aussi. C'est diffusé en temps réel, mais je viens chercher parfois des explications qui ont été faites en novembre pour un épisode en septembre. Enfin, je viens pour que les épisodes soient cohérents et très complets. Je monte tout. Là, on a monté plus de la moitié, donc on monte par un gros batch d'épisodes pour avoir aussi une cohérence entre les batchs d'épisodes pour vraiment documenter. Ça a vraiment vocation, inspirer les enseignants, les parents sur cette pédagogie, donc à être assez complet quand même, et en même temps ne pas être trop théorique pour pas être pénible à l'écoute. Donc on n'aurait pas pu faire ça en temps réel. Il aurait fallu vraiment avoir une équipe de 10 personnes à temps plein pour faire ça, quoi. La Buissonnière, c'est donc près de 2 ans de travail pour vous. Est-ce que vous pouvez en vivre? Est-ce que vous gagnez de l'argent avec ou est-ce que c'est un projet à perte? C'est un projet très largement à perte. Non, c'est un projet sur lequel moi j'ai investi du temps et beaucoup de passion. Après, on commence à avoir pas mal d'écoute et le podcast commence à faire son trou. Après, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, mais c'est un travail de long terme. Donc, on verra si on commence à avoir de l'audience. Là, on pourra monétiser l'audience et puis faire une saison 2 sur un autre type de projet. C'est un peu là-dessus sur quoi je mise. Et puis surtout, c'est important. En tout cas, c'était important pour moi de continuer d'innover dans l'audio et de faire quelque chose de différent et de continuer de faire quelque chose de vraiment qui me passionne pour pouvoir faire d'autres projets qui, là, sont plus rémunérateurs. Donc, c'est un peu ma petite pastille de podcast, quoi. On sent bien que vous vous projetez déjà dans une saison 2, puisque là, même dès les premiers épisodes de La Buissonnière, vous dites, dans cette première saison, on va suivre cette école. Vous avez déjà des idées de ce que vous aimeriez raconter dans une saison 2? Oui, j'ai beaucoup d'idées. Après, on va voir ce qui se réalise. C'est pas là, j'ai beaucoup de propositions pour suivre d'autres écoles. Il y a 2 endroits qui me passionnent particulièrement, où j'aimerais bien aller, c'est en collège et sinon en crèche avec le personnel de la petite enfance et plutôt sur les questions d'égalité filles-garçons en crèche.
Bon, on va déjà écouter la saison 1 et puis on espère que vous pourrez suivre ces pistes pour une saison 2. Merci beaucoup Héloïse Pierre. Merci beaucoup Mathilde. Merci d'avoir écouté Sans Algo. Vous pouvez écouter La Buissonnière sur toutes les plateformes et même bientôt sur Slate Audio puisqu'il va arriver sur la plateforme quelques jours après la diffusion de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation garantie 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Victor Benamou pour l'enregistrement et à Mona Delahaye pour le montage.